découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Merci de vous connecter pour suivre ce numéro de Cap présidentiel 2020. Numéro spécial puisque de façon exceptionnelle aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Le premier relatif au bilan du défunt chef de gouvernement Amadou Coulibaly à la primature et le second qui concerne la démission ce lundi 13 juillet du vice-président ivoirien Daniel Kablon-Duncan qui creuse encore plus la vacance au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Alors deux consultants sont avec nous sur ce plateau pour décortiquer ces différents sujets. Je parle de Nando Dapa, secrétaire de la rédaction de la Gazette, quotidien ivoirien. Et juste en face de lui, Guina Herman, secrétaire général adjoint du bureau de la JPDCI RDA urbaine et membre du bureau politique du PDCI RDA. Je précise dans la foulée que le représentant du RHDP à ce plateau s'est rétracté donc à la dernière minute. Alors tout de suite, je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet et je vais donc me tourner vers vous, Guinan Herman, pour vous demander comment est-ce que, en tant que membre du PDCI RDA, vous avez accueilli la nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Coulibaly. Alors bien, merci. Je voudrais d'entrée dire que ce n'est pas en tant que PDCI-RDA que nous sommes concernés par cette situation tragique qui frappe l'ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est en tant que citoyen et fils de ce pays. Alors, quand un illustre fils d'un pays décède, la conscience républicaine nous amène à avoir une pensée pieuse. Je voudrais donc, dès l'entame de mon propos, dire un yako à tous les Ivoiriens dans leurs différences, mais particulièrement à la famille politique du Premier ministre disparu et à sa famille, la grande famille Gon Coulibaly de Korogo. Ça a été choc pour vous d'apprendre que subitement, je pense quelques jours à peine après être rentré, 6 jours après son retour de Paris, le chef du gouvernement qui présentait des signes de vitalité soit tombé de façon irrémédiable. Il faut dire qu'on a tous partagé, nous, l'ensemble des Ivoiriens et sa famille politique, l'espoir que son retour a suscité. En tant qu'être revenir d'un si long repos médical pour une question de santé assez délicate. Après 2 mois de séjour en France. Ça a nécessairement suscité de l'espoir, de l'engouement autour de lui, mais également autour de tous ceux qui partagent son quotidien politique, mais également de tous les Ivoiriens. C'est quand même dommage qu'à peine une semaine, d'un si grand espoir suscité. Mais ce que je retiens de l'homme à travers ce décès brusque, il faut dire que c'est à la tâche. C'est à la tâche qui s'en est allé. C'est un symbole. Ça montre l'engagement de l'homme. Ça montre un homme qui est dévoué aux choses auxquelles il croit. Alors, c'est forcément un signe pour nous qui sommes les plus jeunes, qui nous engageons dans la voie de la politique. C'est d'aimer ce que nous faisons. C'est déterminant ce que nous faisons. Je crois que ce sont les mots positifs qu'on peut tirer de cette symbolique assez tragique. Encore yako à tous les Ivoiriens, parce que c'est quand même difficile. Certainement. Je pense que Nando Dapa, vous partagez également l'avis de Guinan Herman. Vous êtes certainement, comme tout le monde, en train d'attendre le communiqué du Conseil des ministres en tant que journaliste, et puis on vous apprend que le chef du gouvernement est tombé et qu'il ne va plus jamais revenir occuper son poste. Qu'est-ce que cela crée sur le champ comme effet?
Alors là, je dirais hélas, hélas, mille fois hélas. Avant tout propos, je voudrais m'incliner devant la dépouille de cet éminent cadre ivoirien, cet éminent Premier ministre, un Premier ministre compétent, un Premier ministre, j'allais dire, efficace, et un militant, un homme politique loyal, et un être tout court généreux et affable. Alors, ça a été un choc. Ça a été un choc, comme tout Ivoirien, d'apprendre que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, arrivé de son repos médical à Paris, 6 jours après, s'en est allé. C'est un choc terrible. C'est un choc à double titre parce que nous, en tant que journalistes, c'est un monsieur qui aime la presse et qui ne désigne pas sur les moyens pour recevoir un journaliste et partager son avis. Vous avez dû constater que quand il était encore aux affaires, chaque fois il organisait des conférences de presse pour expliquer le travail qu'il faisait. Et cette année même, il était le parrain des Ébonies, de la nuit des Ébonies à Yamoussoukro. Et moi, en tant que secrétaire général à l'information de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, le président de l'UNJCI avait pris rendez-vous à peine arrivé de France. Le Premier ministre a accepté le rendez-vous avec le conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et on s'apprêtait justement à aller le rencontrer pour lui dire merci, parce que depuis la nuit des Ébonies en janvier dernier, la Covid étant arrivée, on n'a pas pu avoir l'occasion de rencontrer notre Premier ministre pour lui dire merci pour l'appui qu'il nous a donné afin de pouvoir organiser la nuit des Ébonies cette année à Yamoussoukro. Malheureusement, ce rendez-vous pris ne sera jamais respecté parce que celui qui devait nous recevoir s'en est allé. Alors le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je crois que c'est une personnalité qui a marqué son temps en Côte d'Ivoire. C'est malheureusement le premier ministre qui meurt à la tâche, comme mon voisin du plateau le disait tantôt. Il est mort à la tâche, il est mort au combat, il est mort au front, il est mort en travaillant. Parce que c'est vrai que ce jour-là, ce mercredi dernier, je n'étais pas au Conseil des ministres, mais j'ai envoyé un de mes collaborateurs au Conseil des ministres. Et c'est lui-même qui m'avait rapporté l'information comme quoi le Premier ministre avait un malaise. D'accord. Bon, on avait considéré que c'était peut-être les rumeurs, parce que bon, il venait d'arriver, et comme certains avaient déjà diffusé des rumeurs disant qu'il n'allait pas venir, et puis il est revenu, on avait pensé que c'est les rumeurs qui continuaient. Mais effectivement, ce qui avait été dit, la nouvelle s'est avérée et confirmée. Ok, merci pour ce témoignage, Monsieur Guina. En tant qu'Ivoirien, mais également en tant que membre d'un parti d'opposition, qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous, des 3 années de primature d'Amadou Gon Coulibaly? C'est vrai qu'il a occupé plusieurs fonctions d'État en tant qu'homme d'État, mais aujourd'hui, ce que les Ivoiriens gardent de lui comme image de façon plus pratique, ce sont ces 3 années à la primature en tant que chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Alors bien, merci. Il faut dire sur le passage du Premier ministre Amadou Gon, pour notre part, on peut analyser ce passage sur 3 angles. Le premier point, c'est le grand dossier qu'il a eu à traiter pour le bien-être des Ivoiriens en général. Alors, quand il venait en 2017 à la tête de la primature, il avait des priorités.
Les priorités étaient définies, comme il a si bien dit quand il prenait la parole pour la première fois en tant que Premier ministre. C'était la question de la cherté de la vie, c'était la question de la santé, la question de la sécurité. 3 chantiers prioritaires, 10 prioritaires, au-delà d'autres questions importantes qui existent également dans le pays. Pour nous, c'est un bilan assez mitigé. C'est le premier angle. Le second angle, c'est le volet politique de sa mission de Premier ministre. Sur les grands dossiers, que dire sur la cherté de la vie? Il y a eu la remise à flot du Conseil national de lutte contre la vie chère, qui a eu son premier volet sous le mandat de l'ex-vice-président Daniel Kablan-Duncan. D'accord. Et la remise à flot donc de ce conseil, qui n'a pas changé la réalité des Ivoiriens au quotidien. Parce que les denrées augmentent de plus en plus. Je voudrais rappeler que des denrées comme la tomate, l'huile, le riz, constituent environ 27% de la dépense quotidienne des Ivoiriens. De 2017 à aujourd'hui, ces prix-là ne font que flamber. Enfin, même si la Banque mondiale relève un taux d'inflation maîtrisé donc, de 1%. Oui, flambe relativement à la poche des Ivoiriens. Voilà, je veux dire. Alors, donc, sur la question de la cherté de la vie, l'objectif pour notre part n'est pas atteint. C'est valable également sur la question de la santé. 577 milliards ont été dégagés pour améliorer les conditions des équipements et infrastructures sanitaires. Mais à l'épreuve de la Covid-19, nous avons vu la faiblesse de nos systèmes sanitaires. Là encore, on a des interrogations. Et bien sûr, sur la question de la sécurité, nous savons tous les remue-ménages qui ont eu lieu chez les militaires. Alors, donc, toutes ces questions mises ensemble ont fait ressortir une certaine légèreté dans la gestion du défunt Premier ministre. Mais pour terminer, là où la question est encore plus béante, c'est sur l'aspect politique de son passage à la tête de la primature. Avec le Premier ministre Amadou Gon, on a eu la crispation du dialogue politique. Un monsieur peu avenant, assez réfractaire à la conciliation. Regardez, j'ai caricaturé un exemple rapidement. Assez rapidement, allez-y. Un exemple. La raison fondamentale de la cassure du premier volet du dialogue sur la réforme de la CEI, la raison fondamentale a été le refus de donner des termes de référence à l'opposition. L'opposition demande pour chaque réunion des termes de référence pour se préparer à aller contribuer à la réussite donc du dialogue consensuel. Refus. Ça a été la raison de la cassure du premier volet du dialogue politique. D'accord, là c'est ce que vous retenez. Vous voyez que c'est un symbole, c'est un symbole frappant. C'est un symbole frappant. Certainement. Alors, Nando Dapa, vous qui êtes un observateur, en même temps proche, membre d'une rédaction assez proche du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous percevez de cette gestion-là? Après 3 années, qu'est-ce que Gon Coulibaly aura laissé à la Côte d'Ivoire comme image ou comme bilan, justement, à la primature? Mais je crois que lui-même avait dressé le bilan avant sa maladie. Avant sa maladie, parce que le 20 février 2020, à l'occasion de la conférence de presse qu'il avait animée, il a fait le bilan à mi-parcours. Il a dressé un bilan à mi-parcours devant la presse. Et je crois qu'il a démontré l'embellie économique déjà, qui était perceptible. Au plan économique, au plan social, tout comme au plan politique, le Premier ministre a fait montre du bon gestionnaire, selon, bien entendu, ce qui est ressorti de la conférence de presse du 20 février dernier. Au plan économique, je crois que là, ça ne souffre d'aucune contestation dans la mesure où
nous voyons les routes, nous voyons l'électricité, nous voyons les TIC. Et le pays est en chantier. C'est un constat. C'est un constat. Il y a, depuis, je crois, depuis près de 30 ans, constat surréaliste. Nous n'avons pas encore vécu cela. Depuis 30 ans, nous n'avons pas vécu cela. En tout cas, nous qui sommes d'une rédaction proche de ce régime, dans des missions que nous avons menées avec donc le Premier ministre, nous avons fait le constat. Beaucoup de villages aujourd'hui sont électrifiés. Beaucoup de routes qui n'étaient pas praticables il y a quelques années sont aujourd'hui praticables. Beaucoup de pistes ont été reprofilées. Et au niveau de l'hydraulique, vous voyez, toutes les pompes à motricité humaine ont été réparées. Et on peut citer plein de choses comme ça, plein de réalisations, plein d'infrastructures. Sur le plan social, oui, au plan dénonce la précarité de la gestion du gouvernement ivoirien. Et notamment avec l'arrivée de M. Coulibaly en 2017, les choses ne se sont pas vraiment améliorées pour les populations. Oui, nous avons constaté la croissance économique d'environ 8%. Ça, c'est indéniable. Macroéconomique. Mais à côté de cela, il y a des grognes. C'est ce qui est normal. Il y a la grogne sociale qui estime que les retombées économiques ne sont pas partagées comme il se doit et que la population ne percevait pas le fruit de cette embellie économique. Et c'est pour cela que le gouvernement a initié le programme social du gouvernement. Il est doté d'une enveloppe de 1000 milliards. 1000 milliards de francs CFA. Et depuis un certain temps, des ménages, certains ménages perçoivent de l'argent chaque 3 mois. À la faveur de la crise de la COVID-19. Non, ça n'a rien à voir. Bien avant, c'est ce qu'on appelle les filets sociaux. C'était les filets sociaux d'abord. Et il y avait des ménages qui recevaient déjà de l'argent. Et à la faveur de la pandémie, de la COVID-19, donc, chaque ménage, il y avait des ménages aussi qui perçoivent 25 000 francs par mois. Et cela sur 3 mois. Donc, voilà autant donc de dispositions qui ont été prises pour permettre aux ménages les plus faibles de pouvoir ressentir véritablement la difficulté économique. Est-ce que, M. Guignon, à votre niveau, au niveau du PDCI, est-ce que vous ressentez l'impact de ces différentes mesures-là sur les populations en 2 minutes avant que l'on redonne la parole? Il faut arrêter d'avoir une si petite considération pour les attentes d'un peuple. Alors, on nous sert donc un tableau peint comme si on était dans un film. Non. La gouvernance et les attentes des populations sont plus sérieuses que tout ce que vous venez d'énumérer. Connaissez-vous la condition dans laquelle se retrouve le secteur d'éducation-formation en Côte d'Ivoire? Savez-vous qu'aucune université ivoirienne ne figure parmi les 200 universités top du continent africain? Savez-vous quelle a été la référence de notre pays à l'international il y a 20 ans, il y a 30 ans, d'un point de vue de formation? Vous savez, la Côte d'Ivoire en termes de valeur a régressé. En termes de valeur a régressé. Regardez aujourd'hui, environ 60% de nos jeunes diplômés du CEP ont des problèmes de lecture. C'est la réalité de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de développement dans un pays, on parle de l'indice de développement humain. Ce n'est pas venir nous parler de route. Mais la Guinée, je tentais de vous poser une question, enfin de rebondir sur ce que vous dites. Parce que mais laissez-moi aller un peu plus loin. Oui, je viens. Là, vous jugez le bilan. Non, laissez-moi aller plus loin. Mais dans le même temps, parce que l'embellie n'est pas la réalité. Votre parti a co-géré le RHDP pendant 8 ans. Pratiquement, ce n'est qu'en 2018 oui, mais bien sûr. que le PDCI s'est retiré. Donc vous êtes aussi comptable de la gestion défaillante. Non, de quoi parlons-nous? Nous sommes des Ivoiriens. Là où un Ivoirien est appelé pour apporter sa contribution à la construction de la nation, il y va. C'est aussi ça le rôle de la politique. Ce n'est pas que de s'opposer, c'est de contribuer par son intelligence à aller dans le sens de la construction de la nation. Cela dit, le bilan politique, social et économique
du RHDP, mais il n'appartient qu'au RHDP parce que nous sommes dans un régime purement présidentiel. Et les décisions les plus importantes, l'orientation, les axes stratégiques, la priorisation des questions émanent de façon délibérée de l'autorité du président de la République. D'accord. Je pense qu'on va revenir, vous aurez l'occasion de arrêter les jouer avec tout à l'heure. Mais il y a de la faiblesse dans ce juste avant qu'on aille à la pause, Nando Dapa, qu'est-ce que vous avez à dire justement par rapport à tout ce que vient d'évoquer le développement est plus sérieux que ça. C'est vraiment plus sérieux que ça. Oui, mais je disais tantôt que je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la langue de bois ici. Mais les choses sont... La vérité, elle saute aux yeux. C'est laquelle? Il y a 20 ans, la Côte d'Ivoire avait un taux de pauvreté de plus de 50%. Aujourd'hui, on est descendu à au moins 37%. C'est une réalité. Le taux de chômage de pauvreté en Côte d'Ivoire est de 47%. Il y avait un moment où le taux de chômage oscillait autour de 60%. Il faut arrêter avec les faux chiffres. C'est pas des faux chiffres, c'est les chiffres qui ont été donnés par la Banque mondiale. Je pense que nous étions à la conférence de presse du Premier ministre. Vous aurez dû contester. Et puis d'ailleurs, quand on dit que non, nous sommes sous un régime présidentiel, je pense que chez nous, en journalisme, on évoque la clause de conscience quand on n'est pas d'accord avec une ligne éditoriale. Quand vous êtes dans un régime, vous co-gérez un pouvoir et que vous n'êtes pas d'accord, je pense que vous démissionnez aussitôt. Vous n'attendez pas. Qu'est-ce que vous appelez? Vous n'attendez pas que les choses pourrissent sous vos yeux avant de démissionner et accuser votre partenaire. Non, je pense que c'est pas honnête. C'est pas honnête. Le PDCI a co-géré ce pouvoir avec le RHDP. Mais vous estimez qu'aujourd'hui, si défaillance il doit avoir le PDCI qui critique, est-ce que c'est comptable de la gestion des faits, puisque même lorsque Second Coulibaly venait aux affaires en 2017, il a fallu 1 an de plus avant que le PDCI ne se retire. Donc, quelque part, vous estimez que la responsabilité, elle est partagée. Tout à fait. Les responsabilités sont totalement partagées. On va aller à la pause juste avant de revenir. En matière de gestion, de pouvoir. D'ailleurs, le président de la République disait qu'il va payer un conseil auprès du président Henri Konan Bédié. Mais quel conseil le président Henri Konan Bédié donnait donc à la Ouattara? C'est de l'hypocrisie. Les bons conseils non suivis. Mais il aurait pu dire ça. Il aurait pu le dire. Permettez qu'on a la pause. Quand les conseils ne sont pas dits, la réserve républicaine, tu prends la nation à témoin. Tu prends la nation à témoin pour dire que, chers compatriotes, voilà l'orientation que nous avons faire. Il a refusé de suivre, mais il reste seul comptable. Le développement est sérieux. On marque une pause. Le développement est sérieux. Je pense qu'on peut aller pour la publicité et on revient pour la suite des débats. Au plaisir. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Le coronavirus ne passera pas par moi et ne limite que mes déplacements. Alors, je peux toujours apprendre en me connectant tout simplement sur www.2eftv.com. Au mieux, j'ai mon téléphone Android. Je vais sur Play Store pour télécharger l'application 2EFTV. Une fois installé sur mon téléphone, je n'ai qu'à cliquer sur 2EFTV pour suivre mes cours afin de préparer sereinement mon examen du baccalauréat. Faites comme moi. Pour ne rien rater de notre programme de téléenseignement, suivez-nous également sur nos pages Facebook et chaîne YouTube 2EFTV. Besoin d'infos? Contactez-nous au 47 49 60 90 66 61 73 47. 2EFTV, la chaîne de votre parcours, la chaîne de votre trajectoire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Retour donc sur le plateau pour poursuivre nos échanges, mais juste avant de redonner la parole à nos interlocuteurs, enfin, à nos consultants, je tiens à rappeler que nous avions prévu la présence d'un représentant du RHDP sur ce plateau, mais qui malheureusement, à la toute dernière minute, a désisté. Donc on fait avec les moyens de bord, avec ceux qui sont là. Alors, tout à l'heure, Guinerman, vous souhaitiez apparemment réagir à ce qu'avançait Nando Dapa comme argument. Il estimait que la réalité, elle est là, elle saute sous nos yeux.
des infrastructures poussent en Côte d'Ivoire comme jamais auparavant. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un signe de la vitalité de l'économie ivoirienne, surtout que la croissance a été consolidée sous l'ère de M. Conclubali? Alors bien, merci. Il faut faire des précisions qui sont très importantes. Alors, de un, la croissance est nécessaire pour la marche vers le développement. Elle est nécessaire. D'ailleurs, je peux rappeler du temps de la gouvernance du président Bédié, de 1994 donc à 1999, la croissance était fixe autour de 5 et 6%. Donc, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait permanence de croissance. Ce qui, à contrario, nous interpelle notre intérêt et notre conscience, c'est ce qui s'accompagne de la croissance. C'est la transparence et la lutte contre la corruption. Pourquoi diantre il y a de la richesse créée et il y a beaucoup de grincements dedans? Mais c'est bien. Dans le corps économique, là, il y a 3 entités. Il y a les ménages, il y a les entreprises et il y a l'État. Et le 4e sont les partenaires économiques. Donc 4 entités dans le corps économique. Pour que la croissance ait de l'effet, il faudrait que dans sa gestion, on y ajoute de la transparence et la lutte contre la corruption. Mais les faits de clientélisme et de capitalisme de copinage au sommet de l'État, mais sont des réalités qui se posent à nous tous. Ce que je voudrais dire en interpellant M. Dapa, c'est de ne pas de fuir la responsabilité du RHDP vis-à-vis de ses échecs. Parce que quand les choses sont bonnes, le RHDP est prompt à dire que ça c'est de notre fait. Et quand c'est mauvais, est à partager. Est-ce que ce n'est pas une réalité, monsieur? Non, mais je viens pour vous dire. Jusqu'en 2018, voire septembre, oui, a co-géré le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous appelez co-gérer le pouvoir? Divorce, le PDC n'est pas parti pour des motifs de médiocrité de gestion, à ce que l'on sache. Mais si, pour 2 raisons fondamentales, font partie du PDC-RDA. La première raison, c'est la trahison du RDA vis-à-vis des engagements pris devant les Ivoiriens. Sur le plan politique? Non, devant les Ivoiriens. Et ensuite, vis-à-vis... Mais quels sont ces engagements? Permettez-vous, justement, vous allez... S'il vous plaît, vous allez les savoir, les engagements. Nous les connaissons. Assez rapidement. Les Ivoiriens, entre 2008 et 2019, sont toujours en le même nombre de pauvres en Côte d'Ivoire. Autour de 10 millions de personnes. En 2008, c'était pareil. C'est pareil maintenant. Ça n'a pas changé. Mais pire, vous empruntez de l'argent. J'aurais voulu que vous parliez avec des preuves à l'appui. Parce que vous avancez des choses sans preuve, mais c'est gravissime. Parce que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire était de 48%. C'est d'ailleurs le même taux de pauvreté qui est fixe et ça a été donné dans le rapport sur la mobilité urbaine produit par la Banque mondiale en janvier 2019. C'est la même Banque mondiale qui dit que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire aujourd'hui est de 35%. Vous empruntez massivement de l'argent pour construire des infrastructures routières qui, 2 ans seulement, sont en train d'être réhabilitées à coût de milliards. C'est de l'investissement à perte. Et ça montre l'approximation dans la gestion, le clientélisme et le copinage que je dépeignais. D'accord, lorsque vous appelez le développement est plus sérieux que le développement est plus sérieux que le copinage. Mais ce n'est pas de réagir. C'est quelque chose qui est pensé. D'accord, qui est pensé, qui est anticipé. Ce n'est pas de l'approximation en donnant des marchés de gré à gré à qui on veut, à des boutiquiers pour aller construire des routes. Ça donne le résultat que ça donne. Alors, non, là, vous estimez que, en termes de résultats, le RHDP a été concluant dans sa gestion. Vous parlez d'infrastructures. Tout à l'heure, M. Guinan estimait que les infrastructures que vous avez bâties, justement... Oui, bon, je crois que M. Guinan, il fait vraiment de la politique. Il fait vraiment de la politique. Je me rends compte que je suis en face d'un politicien qui refuse de voir la réalité. Parce que quand on dit qu'il y a tel nombre de pauvres et que ces infrastructures ne sont pas durables, moi je crois pas, je sais pas sur quelle base. Bon, en même temps, sur quelle base on avance ce genre de propos. La Banque mondiale, les routes à Côte d'Ivoire sont très écoutez-moi que je parle, puisque j'ai écouté, je vous ai écouté pendant que vous parliez. Écoutez mon tour de parole. Alors, je dis, heureusement que nous avons des arbitres.
Nous avons des observateurs internationaux. La Banque mondiale, dans le cadre du Doing Business, a dit que la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays dont la croissance est exemplaire au monde. Avec une amélioration considérable du climat des affaires. Et que le climat, il y a une amélioration considérable du climat. Ce n'est pas le régime en place qui le dit. Ce n'est pas le régime en place qui le dit. Et alors? C'est les observateurs internationaux. C'est la Banque mondiale. Alors, et puis, quand vous parlez des bitumes biodégradables, vous en avez fait combien? Le régime du président Alassane Ouattara a construit des ponts. On voit des ponts. Il y a combien des ponts. Les bitumes. Des ponts quand même qui sont des projets qui sont permettez-moi de vous édifier, monsieur. La gestion de ses prédécesseurs. Vous n'avez pas besoin de m'édifier. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des Ivoiriens, nous faisons le constat. Nous observons ce qui se passe. Écoutez que je vous dise. Laissez-moi vous édifier. C'est sous Alassane Ouattara que le bitume a été prolongé jusque de Saint-Grobo à Yamoussoukro. Il y a eu le 3e pont Henri Konan Bédié. Vous n'avez jamais pu finir ce ça a été entrepris. Oui, ça a été entrepris, vous n'avez pas pu finir. Non, mais on ne juge pas le début, mais on juge la finalité. Justement, on juge la finalité. L'autoroute Abidjan-Grand Bassam. L'action publique. Le pont de Jacques. Mais vous ne me permettez même pas de parler. C'est difficile, on ne peut pas parler dans ce temps. C'est du recadrage. Je vous laisse parler. Quand c'est mon tour de parole, vous devez aussi me laisser parler. Recadrage, allez-y. Ok, allez-y. Alors, donc, je disais tantôt que le taux de pauvreté est en baisse. L'inflation est en baisse. Et la croissance économique est en hausse. Ça, c'est l'inflation est en baisse. L'inflation est en baisse. Et la pauvreté également est en baisse, selon vous. Selon moi. Non, selon la Banque mondiale. Ce n'est pas selon moi. La Banque mondiale nous donne des chiffres, justement, qui contredisent ce que vous dites, justement, parce que, selon la Banque mondiale, l'ont aussi, je vous le disais tout à l'heure, autour de 50% du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, avec beaucoup d'actions publiques qui vont justement, qui ne vont pas dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. On parle des déguerpissements sans recasement, on parle de beaucoup d'actions comme ça qui sont menées et qui n'aident pas forcément la masse populaire à s'en sortir. Et vous nous dites ici sur ce plateau que, en termes de bilan, le taux de pauvreté a chuté. Oui, mais écoutez, vous n'allez pas prendre votre cas pour en faire un cas général. Vous n'allez pas prendre le cas d'un groupe de personnes, peut-être que vous allez prendre à Bourg-Bana pour considérer que non. Le régime en place, je pense que n'a pas été insensible. Quand le gouvernement a décidé le programme social du gouvernement avec 1000 milliards, c'est pour permettre à toute la population de sentir les retombées économiques. De la croissance. D'impact justement sur la croissance. J'ai évoqué tout à l'heure ce que le gouvernement fait pour les ménages les plus vulnérables. D'accord, 25 000 francs par mois dont vous parlez. Est-ce que vous pensez, M. Guina, à votre niveau, quand vous regardez vos concitoyens, que ces différentes actions que vante Nando Dapa sont susceptibles d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens? Je vais mettre à l'aise M. Dapa. Et je vais rester sur ces affirmations pour lui montrer qu'elles sont dénuées de tout contenu. Il parle des filets sociaux. Le montant alloué pour les ménages répertoriés dans le cadre du programme des filets sociaux est de 36 000 francs le trimestre. Si on le subdivise par mois, ça fait 12 000 francs par mois. Vous, M. Dapa, 12 000 francs, un ménage ivoirien, vous pensez que ça peut s'occuper d'un ménage ivoirien? Le PDCI en donnait combien? Le PDCI en donnait combien? Est-ce que le président qu'on avait des choses à faire? Le président donnait combien? Oui, mais justement, vous l'avez interrogé. À l'époque, vous en donnez combien? Permettez qu'il finisse. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, votre agitation démontre clairement que le montant donc alloué, il ne résout aucune question en vérité. Parce que quand on annonce de façon pompeuse qu'on a changé le quotidien des Ivoiriens. Et en même temps, de façon contradictoire, on leur donne 12 000 francs le mois pour se prendre en charge, pour se nourrir. Vous voyez comment c'est incohérent. Mais je continue. Non, il ne faut pas confondre. Il y a le macro, il y a le macro et puis il y a le social. Laissez-moi je vous ai bien dit que la croissance macroéconomique nous donne 8% de croissance régulière. Et que la population, vu les difficultés de la population, le gouvernement a décidé
de mettre en place un programme social pour permettre à toute la population, à tous les ménages de ressentir les effets de la croissance. C'est de l'incohérence. Son argument. Et je vais vous le montrer parce que vous êtes là, vous êtes agité, vous ne pouvez plus répondre. Donc on continue. Alors, donc, si les philosophes sociaux, j'ai démontré donc l'incohérence de cette question qui ne résout aucun problème. Alors, pour revenir de plus près, vous me parlez d'infrastructures routières. La plus grande ouverture de voies faite, je ne parle même pas des actions du président Félix Houphouët-Boigny, mais faite par le président Henri Konan Bédié. La route de la côtière Abidjan-San Pedro, 387 km. Il n'y a pas une ouverture de voie depuis que le président Alassane est au pouvoir de cette longueur. Ouverture de voie avec bitume là-dessus. On ne parle pas de réhabilitation de voies et de qualité, s'il vous plaît. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez de qualité? Non, tout de suite, la côtière. Après combien d'années? D'ici, après combien d'années? Cher ami, de ce plateau, allons emprunter la voie de la côtière. On livrait la côtière en 2018. Ça fait combien d'années? Ça fait 22 ans. Donc, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus. Un an après, 2 ans après, nous habitons des voies sur des endettements. Lesquelles? Mais les voies sont là. Donnez-nous des exemples. Les petits ponts sont là. Alors donc, je continue mon raisonnement. D'accord. Je continue mon raisonnement pour arriver à la question suivante. Je disais tout à l'heure que le développement est une question sérieuse. Ce n'est pas des annonces fantaisistes. Vous vantiez des mérites et des actions au Premier ministre. C'est vrai que le fait que nous soyons dans un deuil national nous oblige à avoir une certaine retenue vis-à-vis de la dépouille de l'illustre. Mais en même temps, il faut arrêter d'immaculer les gens. Parce qu'à la réalité, un monsieur qui vient à la télé à la faveur de la crise sanitaire et qui fait des annonces fantaisistes sur la riposte de 1700 milliards, on s'est posé la question de savoir, mais quels sont les éléments sur lesquels le Premier ministre appuie pour annoncer un tel chiffre, quand on sait que le budget est bouclé et que les partenaires économiques multilatéraux et bilatéraux sont même en difficulté en raison de la même crise sanitaire. Et ça fait 2 jours aujourd'hui que les conditionnalités pour les entreprises privées bénéficier de l'aide de l'État, le soutien de l'État, les entreprises éprouvées relativement à la COVID-19 a été publié. Et quand on regarde les conditionnalités, c'est encore une occasion donnée aux entreprises proches du régime de bénéficier. Beaucoup de chefs d'entreprise ont dit, bon, finalement, nous allons nous rétracter, on va se débrouiller comme on peut pour tenir le coup, parce qu'en vérité, l'État n'est pas nous aider. Il faut arrêter de penser que le développement doit se construire à partir des valeurs communautaires. On va permettre à Nando Dapa de réagir et puis certainement d'éclairer la lanterne des Ivoiriens. C'est vrai que ce n'est pas le point de notre débat, mais dans le même temps, c'est important quand même pour jauger de la pertinence de la gouvernance Coulibaly. La Covid-19 et ses effets sur le quotidien des Ivoiriens, quels ont été les impacts concrets des mesures prises par le gouvernement Coulibaly pour soulager les ménages? Je crois qu'il y a eu le fonds de solidarité et de soutien d'urgence humanitaire doté d'une enveloppe budgétaire de 170 milliards. Ça, c'est connu de tous. Et la répartition a commencé à être faite. Ensuite, il y a eu le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel doté d'une enveloppe de 100 milliards. Là encore, certains opérateurs économiques dans le secteur informel ont commencé à percevoir leur dû. Vous savez, la Covid, une pandémie ne se prévoit pas. Le gouvernement a mis en place des mécanismes de gestion. Depuis 2011, où la Côte d'Ivoire sortait de près de 10 ans de crise, aucun pays au monde ne savait que la Côte d'Ivoire allait pouvoir surmonter cette difficulté. Mais grâce à la bonne gestion, à la dextérité du gouvernement, en ce moment, le PDCI faisait partie. Justement. Et jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire sorte de l'ornière et que toutes les infrastructures ont été mises en place. Lesquelles? Vous ne savez pas ce qu'il y a comme infrastructure en Côte d'Ivoire. Le régime en place, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître les efforts qui ont été faits. Au niveau des routes, au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau, au niveau du social,
l'université, vous parlez d'université. Mais tout à l'heure, justement, M. Herman, non, tout à l'heure, il disait que l'université de Côte d'Ivoire n'est pas reconnue parmi les meilleures universités. Non, mais écoutez, la dernière fois, le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, devant la presse, a expliqué cette question. Ça dépend des références. Mais si on dit que, on donne des exemples, on dit que l'université, il doit avoir 35 000 femmes dans une salle pour que cette université soit considérée comme faisant partie des meilleures universités d'Afrique, et que dans notre université, il n'y a pas 35 000 femmes. Écoutez, il va de soi que nous faisons. Alors là, vous pensez que ça ne concerne pas le niveau de formation. Ça n'a rien à voir avec le niveau de formation. Quelle est la plus-value apportée par le régime RADP? Les critères n'ont rien à voir avec le niveau de formation. Ça n'a rien à voir. Non, il faut t'approcher. Vous savez, 100 milliards ont été utilisés pour la réhabilitation de l'université. Oui, mais savez-vous? On va le permettre à M. Quel problème ça a résolu? C'est ce qui explique qu'il n'y a plus de grève à l'université. Mais non, M. Dapa, mais non. L'université est pacifiée et qu'il n'y a plus d'années blanches. Ça fait combien d'années il n'y a pas d'années? Vous êtes hors sujet. Nous ne sommes pas hors sujet. Vous n'êtes pas informé. Vous faites de la politique politicienne, monsieur. Vous faites de la politique politicienne. Ce que sous vous, sous votre régime, nous avons connu. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas cela. Il y avait tellement de crises. Aujourd'hui, l'université est en paix. Les élèves vont à l'école. Malgré la Covid-19, l'année académique a été sauvée. L'année académique a été sauvée malgré la Covid. D'accord. Alors que lorsqu'il n'y avait pas de pandémie sous vous, mais l'université était toute en crise. D'accord. Je crois que vous devez avoir l'honnêteté de reconnaître quand même ces efforts. Justement, bien, merci. Donc, on vous donnera la parole tout à l'heure. Mais là, il y a quand même une question. S'il vous plaît. Assez rapidement. Il faut que vous le sachiez une bonne fois pour toutes. Le problème de l'université, avant l'arrivée du régime RHDP, était un problème technique au niveau des salles de TD pour les UFR de formation technique et de sciences, et des problèmes de capacité. Mais aujourd'hui, ces problèmes sont résolus. Ah non. Aujourd'hui, ces problèmes sont résolus. Ah non, c'est faux. Même si ce n'est pas totalement résolu. Vous permet donc de réagir pour l'université n'a pas augmenté en termes de capacité d'accueil. L'université est restée en l'état. D'accord. 30 secondes. L'université est restée. Les UFR ont été créés. Vous en avez créé combien? Mais regardez. Bien sûr. L'université existe, non? Depuis longtemps, non? Mais on parle sur la base des preuves. On va redonner la parole. Ce n'est pas la politique politicienne. On ne va pas faire le verbiage creux. C'est clair que c'est pas sans preuve. Moi, je suis à 8. On continue de se chevaucher les années à l'université jusqu'à aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de Le problème n'a pas changé. La plus-value, elle n'a pas eu lieu. Je pense que c'est les passifs que le régime a fait. La plus-value n'a pas eu lieu. La question de la capacité est là. Je pense que le président Ouattara, lors de son avènement, promettait 5 universités en 5 ans. Il a réitéré sa promesse d'ailleurs en 2015 lors de la campagne présidentielle. Malheureusement, jusqu'à présent, les Ivoiriens ont du mal à voir le bout du tunnel. Dans ce sens-là, bon, peut-être que vous allez nous permettre de mieux comprendre en quelques secondes le pourquoi de ce qui apparaît comme un échec évident. Allez-y, même si là nous ne parlons pas de façon spécifique du bilan de M. Ouattara, et que, mais de toute façon, quand on parle de Gonclubali, forcément qu'on va justement en arriver à là. Alors, je disais tantôt que, en plus de l'université Félix Houphouët-Boigny, de l'université Nangui Arouroua d'Abobo, qui existaient bien en tout, mais qui ont été réhabilités totalement et entièrement, il y a eu la création des UFR. Il y a Daloa, il y a Korogo, il y a Man. Qui existait avant le président? Man n'existait pas avant. Man n'existait pas avant. Man n'existait pas avant. Man a été créé, a été construit totalement, et Man est fonctionnel actuellement. Man est fonctionnel. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Man n'est pas fonctionnel. Et sans que est en chantier, la première pierre de l'université de Bondoukou a été déjà posée. Donc après 10 ans, on n'a pas encore fait sortir réellement une autre université. Si. Les UFR, ce sont des universités.
de proximité. Mais je pense que ce qu'on va retenir tout de même... Mais moi, je n'ai pas une université fonctionnelle, monsieur. Comment fonctionne? Mais allons-y voir. Qu'est-ce que vous appelez fonctionnel? On va retenir tout de même ceci. L'année même est terminée. L'année académique comment est terminée. On a envoyé combien d'étudiants là-bas cette année? Mais il y a quand même des étudiants là-bas. On va retenir tout de même. Mais il y a quand même des étudiants. Mais ce n'est pas fonctionnel, comment il y aura des étudiants? Il y a des étudiants. On va retenir tout de même ceci. Non, mais attendez. Parlons quand même avec des preuves. Ne faisons pas du verbiage. Il n'y a pas d'université à Mans. Le président Vous ne soyez pas sur le plateau. Je pense que les Ivoiriens qui nous regardent arrêtez ça, monsieur. veulent du sérieux. On ne fait pas de la politique politicienne. Quand on dit qu'il n'y a pas d'université à Mans, mais moi je suis désolé. Le bilan, c'est compliqué. Je suis désolé. Il n'y a pas du faire à Dalois. Je suis désolé. Il n'y a pas de Vous allez à une autre étape de notre plateau. On va donc parler justement de la démission de M. Daniel Kablan-Duncan de son poste de vice-président. Mais juste avant, je voudrais que l'on retienne ceci, c'est que M. Gon Coulibaly, qui vient de nous quitter dans des conditions tragiques, a été un homme assidu au travail, qui a donné de lui-même pour la croissance de la Côte d'Ivoire. Et je pense que même si le bilan peut être mitigé, ce qu'on retient tout de même, c'est qu'en termes d'exemplarité, il est un modèle, vous le releviez d'ailleurs tout à l'heure, M. Guinan, de l'homme qui est mort à la tâche et qui est un patriote. On peut quand même le lui accorder pour son pays, la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Oui, c'est un Premier ministre, je l'ai dit tantôt, il est compétent et pense que toutes les institutions internationales l'ont reconnu. C'est ce qu'on va retenir comme image de l'homme. Voilà. Alors, second sujet de notre émission, on va parler rapidement, en un quart d'heure certainement, de la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan qui a été officialisée ce lundi 13 juillet, donc juste après le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu à quelques jours après la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alors, sur la question, est-ce que vous avez été surpris, vous qui êtes issu de la famille politique d'origine de M. Duncan? Alors, nous constatons, comme tous les Ivoiriens aujourd'hui, de la démission du vice-président de la République, son Excellence Daniel Kablan-Duncan, cadre mérite de ce pays, qui avait décidé à un instant donné de sa marche politique, de faire chemin avec le président Ouattara. Aujourd'hui, il démissionne de ses plus hautes fonctions au sommet de l'État. La raison avancée sont des convictions, pour des convictions personnelles. Je crois que c'est assez clair. Nous n'avons pas un autre commentaire à dire là-dessus. Mais en ce qui nous concerne, que quelqu'un quitte M. Ouattara, bon, on n'est pas étonné. Parce que quand vous regardez la marche politique de l'homme, de tous ceux avec qui il a pu contracter quoi que ce soit, vous regardez en chemin, depuis la naissance du RHDP jusqu'à sa transformation dans les années 2012 en un groupement politique, jusqu'à ce que ça soit transformé aujourd'hui en un avatar, vous voyez en chemin le nombre de personnes qui ont quitté la barque à côté de lui. Donc on s'est dit tout naturellement, on est dans cette même valse entraînante, forcément qui crée le désamour dans les relations entre M. Ouattara et ses amis ou collaborateurs tiers. D'accord. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire. Mais sur la démission, je crois que c'est pour des raisons personnelles. Donc c'est lui qui a jugé bon le parti, il sait pourquoi, il est bien placé pour le savoir. D'accord. Alors M. Nono Dapa, est-ce que vous pensez, comme certains déjà le supputent dans les rangs de l'opposition, que M. Duncan a été victime de trahison pour promesses non tenues, un peu comme ce fut le cas pour M. Soro, pour M. Bédi, en fait tous sont partis pour les mêmes raisons plus ou moins. M'abris-toi que, est-ce que c'est le même cas qui a poussé M. Duncan à sortir de la grande, même si officiellement il est toujours dans le RHDP? Oui, écoutez, depuis un certain temps, on avait appris que le président Duncan avait rendu sa démission et on avait considéré que c'était une rumeur. Cet après-midi, il y a un communiqué officiel du gouvernement qui a annoncé effectivement la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan, une démission qu'il avait déposée depuis le mois de février. Je pense qu'il y a quand même longtemps que cette décision a été prise. Mais les raisons de son départ
nous dit-on qu'il s'agit d'une conviction, des raisons de conviction personnelle. Mais quelles sont ces convictions personnelles? Personne ne saurait le dire. Mais ce que nous constatons, c'est que quand même, il y a des choses qui peuvent susciter des analyses. Quand on sait que l'homme d'abord a été nommé ou bien élu député, et sur cette base, il a accédé au poste de vice-président de la République après la décision de l'Assemblée nationale, bien entendu. Et puis, chemin faisant, après que la constitution de la Troisième République soit revue légèrement, nous apprenons que désormais, le vice-président ne sera plus élu, mais qu'il sera nommé. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que Daniel Kablan-Duncan, toujours en acceptant de rester au RHDP après le départ de son mentor, le président Henri Konan Bédié, a créé un mouvement qu'on appelle PDCI Renaissance. Et c'est ce mouvement qui lui a permis de faire venir ou bien de maintenir d'autres cadres du PDCI au sein du RHDP. On a été surpris d'apprendre que ce mouvement n'existerait plus. PDCI Renaissance. Je pense que ça pourrait ne pas être du goût du vice-président Duncan. Autre chose, c'est certainement le choix du candidat du RHDP à la présidentielle 2020. Je pense que lorsque le RHDP était encore composé de la totalité des cadres du PDCI et des autres mouvements politiques, de ces pionniers, l'accord tacite qui avait été arrêté entre le président Bédié et Alassane Ouattara, c'était que le candidat du RHDP en 2020 devrait être issu du PDCI RDA. Et c'est ce qui a fait que le président Bédié s'est retiré au profit du président Alassane Ouattara en 2015. Mais on constate que cet accord n'a pas été suivi d'effet. Parce que le candidat du RHDP a été choisi et le choix est porté sur un cadre du RDR, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tout cela mis dans la balance, je pense que ça peut susciter certainement le départ du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Alors, M. Guinan, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, enfin, tel que vous voyez les choses, selon votre lecture de la situation de cette émission, que M. Duncan s'est fait leurrer? Pour beaucoup, on estime que lorsqu'il avait choisi de rester aux côtés du président Ouattara, c'était parce qu'il espérait en être le dauphin putatif. Aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement, le défunt chef du gouvernement qui a été choisi. M. Duncan décide de se retirer. Est-ce qu'il a été victime peut-être d'encrive de sa naïveté politique? Alors, je n'irai pas aller commenter les mois d'une si haute autorité politique de notre pays qui vient toujours de démissionner, mais moi je me pencherai plutôt sur la déstructuration tant soit peu de l'ordre de nos décisions actuellement. Nous avons le décès, nous constatons le décès d'un Premier ministre. Nous venons aujourd'hui de constater la démission d'un vice-président. Voilà aujourd'hui l'ordre de nos décisions est assez bouleversé. Je crois qu'il faut regarder dans ce sens pour voir très rapidement, pour que la République elle-même puisse fonctionner correctement, il faut que où cela soit comblé très rapidement. Mais pour revenir à votre question, ce n'est pas à nous de penser si le vice-président, l'ex-président Daniel Kablan-Duncan a été floué ou pas. Je crois que le motif essentiel avancé de sa démission sont pour des raisons personnelles. Alors, les raisons, il est le mieux placé à les analyser. Ce que nous devons dire, c'est que très rapidement, comme la récente modification cavalière de la Constitution qui a été faite prévoit pour la nomination d'un vice-président que le Parlement puisse
donner son cursus. Donc, certainement, nous attendons la convocation d'une session parlementaire extraordinaire pour que, sur proposition du président de la République, le Parlement puisse donner son aval afin que la Côte d'Ivoire soit pourvue d'un vice-président tel que la Constitution le prévoit et que très rapidement également un Premier ministre soit nommé par les soins du président de la République afin que la Côte d'Ivoire fonctionne, même si nous sommes en fin d'un mandat constitutionnel et que nous sommes pas loin des élections présidentielles, mais il faut que notre pays fonctionne correctement avec ses institutions. Je pense que c'est vers ça qu'il faut se pencher, que de chercher à savoir les mois de M. Duncan. En vérité, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Il faut que nos institutions fonctionnent. Voilà. Ok, je pense que nous abordons la dernière ligne droite de notre émission. Et, vraiment, M. Nando Dapa, j'ai envie de vous demander, vous peut-être qui êtes peut-être un peu plus proche du régime ivoirien, comment expliquer que de 2010, disons 2011 pratiquement, lorsque M. Ouattara est investi président de la République, il est entouré vraiment d'un certain nombre de personnalités politiques. Je parle de Henri Konan Bédié, Anaki Kobenan, Mabrit que Guillaume Soro, ex-chef de la rébellion, et vraiment un certain nombre de cadres qui l'accompagnent. Moins de 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, tout le monde est parti. M. Ouattara reste pratiquement seul dans sa barque. Même les cadres du PDCI qui avaient choisi de le suivre, eux aussi sont en train d'être lésés visiblement avec ce convoi, avec cette démission de M. Duncan. Comment est-ce qu'expliquer que finalement le RHDP semble se résumer de façon évidente au RDR? Ben, vous savez, le RHDP a été porté sur les fonds baptismaux à Marcoussis. C'était pour régler un certain nombre de problèmes, c'était pour régler la crise à l'époque sous le régime Laurent Gbagbo. Et l'essai ayant réussi, je pense qu'après les élections de 2010, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas poursuivre l'expérience? Et c'est ce chemin faisant qu'ils ont formalisé cette formation politique, au risque de me répéter. Mais le président Bédié, tout comme tous les parties prenantes, ont signé l'accord de constitution du RHDP. Le président Bédié a signé au palais présidentiel. Nous-mêmes, on s'est interrogé pourquoi c'est au palais présidentiel que le président a accepté d'aller signer. Et puis, quelques jours après, il se rétracte. Bon, nous ne sommes pas dans les secrets des dieux pour savoir pourquoi il s'est rétracté. Mais jusqu'à présent, le président Henri Konan Bédié n'a pas dit officiellement pourquoi il s'est rétracté. Contrairement à peut-être Mabrit Ouakus, qui a dit clairement qu'il n'était pas d'accord avec le choix de feu le Premier ministre Gon Coulibaly d'être le président ou bien le candidat du RHDP. Jusqu'à présent, le président Bédié ne dit pas clairement pourquoi il est parti. Et donc, le président Bédié a fait danser le tango à certains cadres du PDCI-RDA. Wow. Il a fait croire que le RHDP était la formation politique idéale à laquelle il fallait appartenir. Et donc, il a soutenu la candidature du candidat du RHDP en 2010. Ensuite, en 2015, lui-même, il s'est désisté au profit du candidat du candidat Alassane Ouattara. Et tout cela, il avait même dit, au moment où certains cadres du PDCI-RDA grinçaient les dents, il a dit non, c'était la voie idéale. Et ils l'ont tous suivi. Et puis, il va même jusqu'à signer. Il va même signer. Il a signé quoi? Il a signé l'accord qui formalise la mise en place du RHDP avec tous les partis prenants. Oui, justement. En tant que membre du RHDP, bien entendu. Et puis ensuite, on apprend qu'il est parti. On a connu le RHDP sous deux formes, monsieur Nando Dapa. C'est vrai que vous me permettez, pratiquement notre entretien, j'en viens à vous. Sous la forme de parti politique, bien entendu. Parti politique unifié. Unifié. Le RHDP unifié. Et il a signé. Il a signé. Mais il part sans certainement se concerter avec les autres cadres. Mais ce n'est pas des enfants. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, il est parti. Eux, ils sont restés certainement pour analyser. Duncan, ayant resté, il a analysé à un moment donné, peut-être il a voulu prendre du recul.
Et c'est Lui pas aussi, la... peut-être se sentant floué par des promesses non tenues. Il ne l'a pas dit, il ne l'a pas dit. Il dit qu'il est Guina- parti pour des convictions personnelles. D'accord. Là, M. Guina... Sinon, jusqu'à preuve de contraire, Duncan n'a pas dit qu'il s'est senti Vous me frustré. laissez D'accord. Ou bien floué. corriger Oui, deux choses. corriger, et puis- mais en même temps, on a pratiquement important, fini fini, notre d'accord. temps d'échange, donc allez-y. Oui, oui, donc merci bien, M. Nando. Alors, je voudrais juste m'étonner avec monsieur le journaliste qui fait des journalistes, mais qui arrive à juxtaposer deux faits qui ne se sont pas passés au même moment. C'est formidable. La signature de l'accord de principe. L'accord de principe portant création du parti unifié RHDP. Et le désamour du président Mabry quant au choix du candidat du RHDP porté sur la personne de feu Amadou Gon Coulibaly, notre premier ministre disparu. C'est deux faits qui ne se déroulent pas dans le même temps. Mais que vous avez arrivé, ce n'est pas par quelle magie à concilier. Bon, vous n'avez pas suivi mon raisonnement, vous n'avez pas suivi ma logique. Vous avez Non, calmement, hein. non, mais je ne vais pas admettre que vous confondez mes dires. Non, il y a eu la signature de l'accord et puis le choix du candidat du RHDP. J'ai parlé de l'accord, la signature de l'accord et le choix du candidat du RHDP. Laissez-moi terminer. Les faits ne se sont pas déroulés au même moment. Vous corrigez. Non, ne me corrigez pas, ce n'est pas une correction. Ce n'est pas une correction, puisque vous confondez les choses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut m'écouter, me comprendre avant de vouloir me corriger. Permettez qu'il termine. Vous avez utilisé accord de création du parti unifié. J'ai fait la précision que c'était l'accord politique portant création du parti unifié. Accord de principe. Je n'ai pas dit le contraire. Oui, oui. Donc ça, j'ai rajouté pour que vous puissiez le comprendre. Parce que vous ne l'avez pas dit dans vos propos. Donc, c'était nécessaire que je fasse le cadrage. Je continue. Ce qui donne lieu de naissance à une organisation politique, ce n'est pas un accord de principe, non. C'est une assemblée générale constitutive ou une assemblée générale élective, donc qui donne lieu à une position d'une organisation. Dans le cas d'espèce, le RHDP dit unifié dans sa version actuelle est né à la faveur d'une assemblée générale constitutive qui s'est déroulée au palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. Le 26 janvier 2019. Alors, cet AG-là, nous avons marqué notre désaccord, nous, PDCRDA, marqué notre désaccord quant à la forme qu'elle prenait. Pour deux raisons. Elle violait les dispositions des droits en vigueur en matière d'organisation et d'association politique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'existe qu'un parti politique bien constitué ou un groupement de partis politiques. Assez rapidement. La version du RHDP posait un problème de droit. Première réserve du président Henri Konan Bédié. La seconde réserve est la suivante. Le collège de ceux qui convoquent cette assemblée générale, qui n'ont pas été à la naissance du RHDP, lui, Henri Konan Bédié, n'y est pas en tant que président du directoire du RHDP. C'est un problème de fond posé dans la forme juridique. Comme nous sommes des légalistes et que nous ne sommes pas habitués à ruser ou bien à faire des arrangements avec les lois, nous nous sommes mis de côté. Je vous ai rappelé ce point et terminer mon propos par ceci. Nous avons étayé, c'est vrai, à des moments nous sommes un peu chambrés, mais nous avons étayé ensemble le bilan d'un illustre fils de ce pays. Et ça, il faut le rappeler. C'est un disparu, quoique adversaire politique du PDCRDA, mais c'est un illustre fils de la Côte d'Ivoire. On va tirer les conclusions tout à l'heure, mais avant d'en arriver là, je voudrais quand même qu'on se prononce en quelques secondes chacun sur deux aspects vraiment fondamentaux de la question d'un camp. D'abord, rapidement, les conséquences que peut avoir ce départ, cette démission sur le parti présidentiel à quelques 3 mois seulement de l'élection d'octobre 2020. Monsieur Nando Dapa, vraiment très rapidement. Oui, mais c'est évident qu'il va y avoir des répercussions fâcheuses sur le processus dans le cadre de l'évolution du RHDP vers les élections 2020. Ça, c'est normal parce que c'est, mine de rien, c'est l'un des éminents cadres du RHDP. Et donc, sa démission inattendue
peut avoir d'énormes répercussions, d'énormes désagréments sur l'organisation réelle au sein du RADP. Deuxième conséquence, c'est le vide constitutionnel que cela pose. Aujourd'hui, en plus de la disparition inattendue du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui laisse donc là un vide au niveau de la primature, voilà encore un vide que la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan vient de créer. Donc il va falloir combler rapidement ces deux vides. Et le troisième vide, c'est le choix du candidat du RADP pour les élections 2020 qui s'annonce dans 3 mois. Est-ce que cela ne montre pas justement de façon successive le départ de M. Mabritois que celui de PCI, aujourd'hui de M. Daniel Kablan-Duncan? Est-ce que cela ne dénote pas quelque part d'une certaine fébrilité de l'appareil politique au pouvoir? Je ne saurais le dire, puisque je ne suis pas au cœur des systèmes, mais ce que je sais, c'est que je ne pense pas que les raisons soient identiques. Les raisons du départ du ministre Mabry. Oui, bien sûr, il ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Mabry, quand même, c'est un président de parti politique et Daniel Kablan-Duncan, je le disais tantôt, il a quand même un mouvement qui est PDCI Renaissance. Donc, tout compte fait, c'est deux leaders qui drainent du monde et qui ont aussi des gens qui les admirent. Donc, le départ de Daniel Kablan-Duncan, évidemment, va créer une situation fâcheuse, tout comme le départ de Mabry Touakeuse, qui a créé également un vide au sein du RADP. Donc, c'est des problèmes qu'il va falloir gérer au plus vite, et pour que, vraiment, si le RADP veut avoir un confort pour aller aux élections, j'allais dire, le 2020. D'accord. Alors, M. Guinard, peut-être pour terminer, je vous demanderai comment est-ce que vous, en tant que membre du bureau politique du PDCI, vous entrevoyez l'avenir de M. Duncan? Est-ce que pour vous, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, l'on doit s'attendre à un retour au bercail? Alors, je prendrai à témoin un des propos sages de Félix Bouani lors du dernier bureau politique avant son décès, qui a dit ceci: arrangez-vous à mettre la clé sous le paillasson afin que vous ferez partie en hibernation puisse rentrer au moment où il veut rentrer. Le PCRDA est une grande maison. Elle est l'âme politique de ce pays parce que son histoire se confond avec la construction de la marche glorieuse de la Côte d'Ivoire. Toute la grandeur de ce pays a été pensée et conçue par le PCRDA. Alors, quoi de plus normal? Elle a toujours ouvert ses bras et a toujours fait en sorte que les contradictions internes les plus importantes ne puissent pas détruire son idéal de cohésion qu'elle a toujours prôné. Quitte à M. Daniel Kablan-Duncan, aujourd'hui, cadre du RADP qui estime s'être trompé dans sa marche politique, quitte à lui de revenir, le PCRDA est ouvert, c'est une maison politique. Une maison politique ne refuse pas, surtout quand c'est les Ivoiriens. D'accord, donc pour merci nous, bien. c'est un plaisir. Alors, donc... Voilà, je pense qu'on va conclure en même temps. C'est sa convenance, voilà. Donc je termine. Votre mot de conclusion. D'accord, donc je termine pour dire que ça a été une occasion pour nous aujourd'hui de parler de la gestion du Premier ministre, que nous avons qualifié de très mitigé au regard de son caractère peu avenant et de sa propension à rejeter la conciliation et le consensus, en tout cas politique. Alors, il faut certainement lui accorder son acharnement au travail, son abnégation à réussir sa mission. C'est un homme d'engagement, c'est vrai, mais il faut dire que les résultats ne sont pas arrivés. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est toujours dans les mêmes conditions. Il suffit de regarder simplement comment nous sommes positionnés sur l'IDH de ces 5 dernières années. Et nous comprenons tout. C'est là le véritable baromètre de développement moderne. Je vous remercie. Ok, monsieur Dampa, votre mot de fin. Oui, je voudrais encore une fois dire Yako à toute la Côte d'Ivoire, parce que nous venons de perdre
un illustre cadre, un illustre Premier ministre qui a vraiment fait ses preuves, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'amorcer le chemin du développement avec une croissance économique exemplaire, qui est l'une des croissances les plus exemplaires dans le monde, parce que ça a permis à la Côte d'Ivoire d'être notée par le Doing Business comme faisant partie des réformes économiques les plus modernes dans le monde. Donc vraiment, nous saluons sa mémoire et nous espérons qu'aujourd'hui, avec tous les vides qu'ont laissé feu le Premier ministre et aussi avec la démission du vice-président Daniel Kablan-Duncan, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, va avoir véritablement la force et la sagesse nécessaire pour combler rapidement ce vide pour que le pays puisse continuer sa marche glorieuse vers le développement et amorcer, j'allais dire, les élections présidentielles dans un contexte véritablement apaisé pour que la Côte d'Ivoire véritablement puisse, j'allais dire, les Ivoiriens continuent la réconciliation qui a été amorcée depuis 2011. Merci bien à vous. Je pense que ce fut un débat très enrichissant pour la gouverne de nos téléspectateurs. On va se dire au revoir. Et puis je rappelle que Cap Présidentiel 2020 est une production de 2FTV en collaboration avec ivoiretv.net. On va se dire au revoir et puis on se retrouve certainement très bientôt pour un autre thème lié à l'actualité électorale en Côte d'Ivoire. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.